1952, désert mauritanien. 2 deniers d'argent romains sont mis au jour à l'est d'Akjoujt. Découverte énigmatique, ces pièces romaines arrachées au sable du désert témoignaient d'un passé oublié, celui de contacts très anciens entre l'Afrique méditerranéenne et les mondes proto-sahéliens. À ces trouvailles vinrent s'ajouter en 1983 d'autres monnaies frappées sous le règne d'Alexandre Sévère, confirmant que les routes caravanières reliant Rome aux confins du Sahara avaient bel et bien laissé des traces durables dans l'Ouest africain. Ces objets, aussi discrets soient-ils, ouvraient une fenêtre sur une histoire bien plus vaste, celle des expéditions militaires et commerciales romaines à travers le Sahara, entreprises entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 4e siècle de notre ère. Portées par la soif d'or, d'escarboucles et d'ivoire, guidées parfois par la nécessité militaire, ces expéditions menèrent les légionnaires de Cornelius Balbus, Suetonius Paullinus, Festus, Flaccus ou encore Julius Maternus jusqu'aux rives du Niger, du lac Tchad, du fleuve Sénégal et même aux portes de l'Afrique occidentale. Loin de l'image figée d'un empire cantonné à ses frontières méditerranéennes, Rome osa franchir le désert, noua des contacts avec les Garamantes et ouvrit, bien avant l'époque islamique, les premiers réseaux d'échanges transsahariens. Les pièces découvertes en Mauritanie ne sont donc pas de simples curiosités archéologiques. Elles incarnent la mémoire matérielle d'un dialogue ancien entre les deux mondes que l'histoire moderne a trop longtemps voulu séparer. Selon le vétéran et chroniqueur Pline l'Ancien, la première expédition romaine à travers le Sahara fut celle menée par Cornelius Balbus, qui en 19 et 20 avant Jésus-Christ atteignit probablement le fleuve Niger près de Tombouctou. Embarquant à Sabrata en Libye avec 10 000 légionnaires, le but initial de l'expédition était militaire. Rome devait mater la turbulente tribu berbère des Garamantes, au Fezzan, dans l'actuelle Libye, frontalière de l'Afrique romaine. Aux frontières de la Libye habitent les Garamantes, une tribu agile, légèrement vêtue, vivant sous des tentes et subsistant principalement de la chasse, écrit Lucien de Samosate. Selon l'historien de la fin du XIXe siècle, J.M. Toutain, ces Garamantes des sources romaines sont sans doute les berbères touaregs, routiers du désert, qui jouaient déjà à l'Antiquité à travers le Sahara, le rôle économique que les marins de Tyr et de Sidon avaient pendant longtemps joué seuls dans la Méditerranée. Ils servaient déjà d'intermédiaires commerciaux entre l'Afrique noire et l'Afrique du Nord, alors romaine, témoignant ainsi d'un commerce transsaharien des plus anciens. La propension des Garamantes au pillage des riches villes romaines de la côte nord-africaine a poussé cette intervention militaire de Cornelius sous le principat d'Auguste. Sidamus, l'actuel Gadamès, et Garama, capitale des Garamantes, furent ainsi conquises par les légions de Rome, espérant alors pacifier la région et protéger les cités de l'Empire des attaques des nomades. Cornelius Balbus a ensuite envoyé un petit groupe de ses légionnaires plus au sud, à travers les montagnes de la Haggar, pour explorer ce que les Romains ont appelé le pays des lions. Là, ils ont atteint le fleuve Niger, qui, à leur avis, se jetait dans le Nil. La seconde mission d'exploration romaine à travers le Sahara a été réalisée en l'an 41 après Jésus-Christ par Suetonius Paullinus, un consul romain qui fut le premier à diriger une armée à travers la chaîne de l'Atlas dans l'actuel Maroc, appelée alors Maurétanie chez les auteurs antiques. Au bout de 10 jours de marche, il atteignit avec ses légionnaires le sommet des montagnes couvertes de neige et plus tard, il arriva à une rivière appelée Gerge. Il pénétra alors dans le pays semi-désertique du sud du Maroc et certains de ses légionnaires allèrent probablement près du fleuve qu'ils nommèrent Daras et que l'on pense être l'actuel fleuve Sénégal. Dès le 1er siècle de notre ère, il existe des preuves, pièces de monnaie et fibules, du commerce et des contacts romains à Akjoujt et Tamakarkart près de Tichit en Mauritanie. Au 1er siècle de notre ère, le lac Tchad était un immense point d'eau et 2 expéditions romaines furent menées afin de l'atteindre. Septimius Flaccus et Julius Maternus atteignirent ce que les Romains appelaient le lac des hippopotames. Ptolémée écrit qu'en 50 après Jésus-Christ, Septime Flaccus a mené son expédition afin de riposter contre les pillards nomades
qui ont attaqué Leptis Magna. Il s'agit encore des Garamantes. L'expédition a atteint Sabha et la bande d'Aouzou dans l'actuel nord du Tchad. Les Romains ont quitté la Tripolitaine côtière, dans l'actuelle Libye, et sont passés près des montagnes du Tibesti. Tous les deux explorateurs romains ont fait leurs expéditions à travers les territoires des Garamantes et ont pu laisser une petite garnison sur le lac d'Hippopotame et de Rhinocéros, comme l'appelaient les Romains. Après 3 mois de voyage dans des terres désertiques, ils atteignent enfin le lac Tchad. Septimius Flaccus, parti de la Libye, arriva chez les Éthiopiens après avoir, depuis le pays des Garamantes, marché vers le sud pendant 3 mois, peut-on ainsi lire dans les Romains dans le Sahara. Encore Pline l'Ancien écrit qu'en l'an 70, un légat de la Légio III Augusta, nommé Festus, mena une excursion jusqu'au fleuve Niger. Il est allé à l'est du massif du Hogar et entre dans le massif de l'Aïr dans l'actuelle République du Niger jusqu'à la plaine de Gadoufawa. Gadoufawa, mot touareg pour l'endroit où les chameaux ont peur de se rendre, est un site dans le désert du Ténéré au Niger, connu pour son nombreux cimetière de fossiles de dinosaures. Festus arrive finalement à la zone de l'actuel Tombouctou. Celle qui deviendra 13 siècles plus tard la ville sainte du Soudan occidental, existait déjà en effet durant l'Antiquité, avant d'être abandonnée et refondée au Moyen-Âge par les Touaregs. Ptolémée écrit que vers les années 80 après Jésus-Christ, le négociant romain Julius Maternus entreprit un voyage commercial. Du golfe de Syrte, il atteignit l'oasis de Koufra et l'oasis d'Arché, puis arriva après 4 mois de voyage avec le roi des Garamantes, près de l'actuelle République centrafricaine, dans une région alors appelée Agisimba par les Romains. Julius Maternus, parti de Leptis Magna et accompagné depuis Garama par le roi des Garamantes, se dirigea vers le pays des Éthiopiens. Après avoir marché vers le sud pendant 4 mois, il atteignit la contrée d'Agisimba, qui fait partie de l'Éthiopie, et où vivent les rhinocéros. Julius retourna à Rome avec un rhinocéros à 2 cornes qui fut d'ailleurs exposé au Colisée. Cet animal, qui devait être un rhinocéros noir ou blanc d'Afrique centrale, fit sensation à Rome en raison de ses performances dans l'arène. L'empereur romain Domitien, qui régna de 81 à 96 de notre ère, fut tellement impressionné par la bête et l'accueil qu'elle avait reçu qu'il frappa des pièces de monnaie à son effigie entre 83 et 85 de notre ère. Loin du cliché romain d'un peuple nomade barbare, les Garamantes étaient une civilisation avancée, dont les vestiges de la capitale Germa nous sont parvenus. Il y avait déjà dans ces temps aussi reculés un commerce suivi entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord, dont les Garamantes étaient les intermédiaires. Des amphores méditerranéennes contenant de l'huile d'olive et du vin, ainsi que des poteries importées, attestent de la fréquence des échanges avec l'Empire romain. L'un des articles les plus importants que les Garamantes avaient à offrir aux commerçants romains et ouest-africains étaient les pierres semi-précieuses comme la coralline et l'amazonite. Ces petites pierres appelées escarboucles étaient très prisées par les Romains et constituaient la principale marchandise mentionnée dans les récits relatifs à ce commerce. Les escarboucles et autres pierres semi-précieuses sont les objets les plus représentatifs du commerce transsaharien en Afrique de l'Ouest à cette époque. Ces escarboucles étaient probablement un produit régional et un symbole de statut pour les habitants du Niger, étant donné leur rareté et la difficulté de les obtenir. Des objets romains se trouvent en effet au Sahara, et de manière significative le long de la route des caravanes occidentales. De nombreux artefacts romains ont été trouvés dans la capitale des Garamantes, Germa, dans le Fezzan. Entre Germa et Gath, dans le Hogar, ont été découverts des céramiques romaines, du verre, des bijoux et des pièces de monnaie datant du 1er au 4e siècle. Plus loin sur la route, à l'oasis d'Abelessa, se trouve le site connu localement sous le nom de palais de Tinhinan, où un certain nombre d'objets de l'époque romaine tardive, dont une lampe, un bracelet en or et une pièce de monnaie du 4e siècle, ont été retrouvés. Enfin, il y avait une cache de pièces de monnaie romaine trouvée à Timisao, à seulement 600 km du Niger. Bien qu'une grande quantité de produits subsahariens ait été acheminée vers la Méditerranée, les produits méditerranéens n'atteignirent pas la région subsaharienne
dans les mêmes proportions. La raison en est que les Garamantes et autres intermédiaires avaient tendance à garder pour eux-mêmes les produits romains coûteux plutôt que de les échanger avec leurs contacts dans le sud. Au lieu de cela, ils fournissaient à leurs voisins ouest-africains du sel, des pierres semi-précieuses et des textiles. Les perles de verre et les objets en cuivre provenant de la Méditerranée romaine étaient également échangés, mais seulement de manière occasionnelle. Les Garamantes importaient un large éventail de produits agricoles ouest-africains, comme le riz, le sorgho et le coton. Le cuir et l'ivoire d'animaux comme l'hippopotame étaient également importés d'Afrique subsaharienne. Les animaux de transport domestiqués d'Afrique du Nord, tels que les chameaux et les ânes, furent introduits pour la première fois au Sahara occidental au IVe siècle de notre ère grâce au commerce transsaharien. On pense qu'une route commerciale de l'or en Afrique de l'Ouest sahélienne s'ouvrit à l'Empire romain pendant une brève période durant l'Antiquité tardive. L'existence de ce commerce de l'or pré-islamique fut renforcée par le fait que la frappe de pièces d'or romaines à Carthage et Alexandrie ne commença qu'en 295 de notre ère et ne dura que jusqu'en 429 de notre ère, date à laquelle elle fut interrompue par l'invasion de l'Afrique du Nord par les Vandales. Ce commerce de l'or explique l'apparition du verre, de la cornaline et des textiles romains à Kissi, près des champs aurifères de Sirba, à la fin du IIIe siècle de notre ère. Ce commerce était un précurseur du commerce de l'or médiéval entre le Bilad de Soudan et les commerçants musulmans arabo-berbères à partir du VIIe siècle de notre ère. Djenné-Djenno, ville antique construite au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ et voisine de l'actuel Djenné, possède certaines de ses plus anciennes preuves connues du commerce méditerranéen classique en Afrique de l'Ouest. Les commerçants de cette ville de la boucle du Niger importaient des perles de verre d'origine romaine ou hellénistique dès le IIIe siècle avant notre ère. Les découvertes archéologiques de pièces romaines en Afrique subsaharienne sont extrêmement rares, mais il en va de même pour les pièces arabes. Cela est dû en grande partie au fait que les sociétés d'Afrique de l'Ouest n'utilisaient pas de système de frappe de monnaie et que toute pièce importée était très probablement remise en circulation vers le nord ou fondue pour son métal précieux. Ainsi, le 28 mars 1983, une pièce romaine fut trouvée en Mauritanie. Il s'agit d'une pièce frappée en 226 sous le règne d'Alexandre Sévère. Une autre pièce de monnaie du même empereur a été retrouvée à Tamkarkart. En 1952, deux autres deniers d'argent romain ont été trouvés à l'est d'Akjoukit. Au total, ce sont 4 pièces de monnaie romaine qui ont été retrouvées dans l'actuelle Mauritanie, correspondant aux civilisations proto-sahéliennes du Dardishit. Dans l'imaginaire populaire, on croit souvent que les contacts entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne commencent avec les explorateurs portugais du XVe siècle. Mais l'archéologie nous raconte une autre histoire. Bien avant les caravelles, bien avant les navigateurs de l'Atlantique, Rome avait déjà franchi le Sahara. Les monnaies découvertes en Mauritanie en 1952 et en 1983 en sont la preuve matérielle irréfutable. Elles rappellent que les routes caravanières, empruntées par des soldats, des légionnaires, des marchands ou des guides garamantes, reliaient déjà l'Afrique méditerranéenne romaine aux savanes du Sahel il y a près de 2 millénaires. Ces contacts n'étaient pas massifs, ils n'étaient pas continus, mais ils existaient. À travers le désert circulaient des pierres précieuses, de l'ivoire, des perles de verre et parfois des hommes réduits en esclavage. Et en retour, l'huile, le vin et les objets de luxe romains atteignaient les cités florissantes de l'actuelle bande sahélienne. Les Garamantes jouaient un rôle central. Civilisation du désert, installée à Germa, ils n'étaient pas que de simples pillards, mais des intermédiaires capables de faire circuler les marchandises, les savoirs et les récits. Grâce à eux, Djenné-Djenno au Mali procédait déjà des perles venues de Rome au IIIe siècle avant notre ère, et un certain Julius Maternus revint jusqu'au Colisée, à Rome, avec un rhinocéros venu du cœur de l'Afrique centrale. Ces fragments d'histoire nous rappellent que les civilisations antiques n'étaient pas cloisonnées, qu'elles osaient déjà franchir les frontières de leur monde connu, qu'elles affrontaient la soif, les tempêtes de sable et l'immensité du désert pour relier la Méditerranée aux terres du Soudan occidental. Alors, ces pièces romaines perdues dans le sable mauritanien prennent une valeur immense. Elles ne sont pas seulement du métal ancien, elles sont la mémoire silencieuse d'un dialogue oublié, la preuve que l'histoire de l'Afrique et de l'Europe
s'entrecroisent bien avant ce que nous croyons.